Le Hezbollah. On en parle de plus en plus avec l'escalade permanente au Moyen-Orient en ce moment. On dit même que l'État israélien va étendre le conflit au Liban et entrer en guerre contre le Hezbollah. Ça, on le dit, mais on n'explique jamais en réalité d'où vient le Hezbollah et comment cette organisation s'est construite dans le temps. Au mieux, on montre quelques images pixelisées, on dit qu'ils sont dangereux et histoire de justifier la guerre, et c'est tout. Alors aujourd'hui, sur Canard Réfractaire, on va parler du Hezbollah, de son origine, de son histoire, pour comprendre ce qui se passe en ce moment au Liban et analyser encore plus finement l'escalade militaire permanente dans la région. Bref, on fait le point sur le Hezbollah. Et comme il se doit, on va commencer cette vidéo par une carte du monde pour bien savoir où se trouvent les pays. Alors ça, c'est le Moyen-Orient, le gros pays à l'est, c'est l'Iran, à l'ouest, tu as la Syrie, on retrouve Israël et la Palestine ici sur la côte méditerranéenne, et là, ce tout petit pays, c'est le Liban. Quand je dis tout petit, j'exagère pas, c'est genre 3 fois plus petit que la Bretagne. Et évidemment, la Bretagne a 4 départements, évidemment. Et pourtant, ce pays a une histoire riche qu'on va synthétiser dans cette vidéo. On va donc commencer par une première phase historique, celle de la colonisation, qu'on va résumer à une financiarisation de l'économie et à un renforcement des inégalités. Il faut déjà comprendre que même avant le capitalisme et tout le bazar, le Liban était déjà un carrefour du Moyen-Orient où de nombreuses routes commerciales se croisent. Durant l'Empire ottoman, donc jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le Liban était découpé en petites zones communautaires religieuses qui s'auto-administraient chacun de leur côté. Faut dire que dans le territoire libanais, tu as une grande concentration de communautés différentes. Il y a les Alaouites, les Chiites, les Druzes, les Sunnites, les Maronites, les Coptes, les Grecs orthodoxes, les chrétiens arméniens, etc. Et tout ça concentré, encore une fois, dans un tout petit territoire. Beyrouth, c'est la capitale du pays et à l'époque, c'est organisé par les chefs chrétiens. Un découpage qui est à la fois religieux et politique, qui se basait sur une structure féodale avec des chefs de clans qui existaient déjà avant au Liban. Sauf qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est disloqué et l'État français utilise l'élite chrétienne maronite locale pour administrer le Liban qui passe sous mandat de l'État français sous l'égide de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. L'État français va développer alors Beyrouth pour en faire un grand port commercial. Mais l'impérialisme français va aussi y installer ses puissantes banques pour développer les capitaux au Liban et partout dans la région. Dans ce système, les élites chrétiennes maronites sur lesquelles s'appuie l'État français deviennent alors la toute nouvelle bourgeoisie libanaise qui s'enrichit. L'État français va même organiser un recensement en 1932 sur la base de religion. Chaque citoyen libanais se retrouve alors avec la religion sur la carte d'identité. Ce recensement permet de donner une majorité de chrétiens administratifs dont les élites collaborent avec l'État français pour diriger le pays. Mais à côté de ce développement capitaliste qui profite à certains, l'immense majorité des Libanais ne profitent pas de l'opulence richesse exhibée à Beyrouth. À Beyrouth, on retrouve des aéroports, des grands hôtels luxueux, des belles banques, sauf que le reste du pays manque d'infrastructures et d'industrie. Notamment dans le sud de Liban et à l'est sur la plaine de la Bekaa où est présente la forte communauté chiite, massivement agricole, non mécanisée. Et en plus d'être encore plus pauvres que la moyenne des autres Libanais, ces communautés chiites sont largement rejetées par le reste des communautés. Ils appellent par l'équivalent de plouc, tu vois, qui désignait avec mépris les immigrés bretons emmenés à Paris pour faire la guerre ou pour remplir les usines. Une situation de puissante inégalité qui reste même après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Liban devient indépendant. Indépendant, mais toujours dirigé par les mêmes élites maronites qui gardent leur lien avec l'impérialisme français et qui continuent largement d'influencer les politiques libanaises. À ce moment-là, le Liban est extrêmement inégalitaire avec un système féodal où une mosaïque de communautés sont assujetties à une bourgeoisie dominante soutenue par l'impérialisme français et dont le développement capitaliste profite aussi à l'impérialisme états-unien, britannique, syrien, etc. Bref, il y a de la banque, il y a du commerce, mais il n'y a rien pour la population. Et on va donc passer là à une autre phase de l'histoire libanaise, celle de l'organisation de la résistance et aussi de la guerre civile. Dans les années 60, les mouvements sociaux éclatent, notamment au sud du pays. Alors on y trouve un bon mélange entre une lutte contre le cartel du tabac qui surexploite les ouvriers agricoles du sud du pays, mais aussi le développement d'une conscience anti-impérialiste basée sur les luttes d'indépendance voisines, sur la guerre froide et aussi sur les massacres de l'État israélien contre les Palestiniens qui trouvent alors refuge au sud Liban. À ce moment-là, il y a un foisonnement d'organisations qui se mettent en place avec de nombreux militants, notamment communistes, qui se forment pour lutter contre l'État libanais.
Mais l'organisation qui va réussir à cristalliser ces luttes et cette conscience anti-impérialiste, c'est le mouvement des déshérités appelé Amal. Le mouvement de lutte créé dans les années 70 prône la fin du système féodal. Bien que mené par Moussa Sadr, un chiite, le mouvement est quand même transconfessionnel, avec des leaders et des militants chrétiens comme l'archevêque Grégoire Haddad, qui lui aussi est délaissé par le système économique libanais. Tous souhaitent un État libanais avec une égalité des droits et lisser les logiques de prédominance confessionnelle mis en place par l'État français. Précisons juste que Amal, c'est pas un mouvement communiste, c'est plutôt un nationalisme à la Nasser dans un contexte de conflit direct avec l'État israélien, mais ces dirigeants du mouvement s'inspirent de certaines pratiques des partis communistes de l'époque, encore très influents dans le sud Liban. Et parmi ces pratiques, il y a celle de former des organisations qui soient pas seulement politiciennes. Amal participe à organiser la vie de la société au sud Liban et pallie l'absence de l'État libanais avec la mise en place de cantines, d'écoles et gère une partie de l'économie. On parle donc d'un mouvement qui organise la société au sud Liban, qui se constitue en armée, qui a son propre fonctionnement, ses propres médias et ses propres institutions. Et vous allez voir, l'histoire d'Amal est aussi intimement liée à l'histoire des Palestiniens. Bon, on va pas faire toute l'histoire des organisations palestiniennes, on a déjà fait une vidéo à ce sujet avec Paul Elec. Sachez simplement qu'en 1948, une offensive colonisatrice est lancée par l'armée israélienne, obligeant à fuir 1 million de Palestiniens et à tout abandonner derrière eux. C'est ce qu'on appelle la Nakba. Ces Palestiniens trouvent refuge en Jordanie, où ils sont bombardés, et au Liban, où l'État libanais, en guerre contre l'État israélien, les accueille. Les Palestiniens s'installent donc surtout au sud du Liban, avec des camps qui étaient d'abord temporaires et qui petit à petit s'installent durablement et deviennent des quartiers de bidonvilles. Petit à petit, le peuple palestinien construit sa résistance avec notamment l'OLP, la grande organisation de libération de la Palestine qui se met à organiser la résistance depuis le Liban avec l'accord de l'État libanais officiellement en guerre contre l'État israélien. En hébergeant les cadres de l'OLP, le Liban devient l'un des grands enjeux de la colonisation israélienne, c'est-à-dire de l'implantation de l'impérialisme états-unien au Moyen-Orient. Autant vous dire que les enjeux, ils sont grands à ce moment-là. Ce qui va faire que de nombreux impérialistes partout dans le monde vont utiliser les communautés de la grande mosaïque libanaise, tu vois, pour pouvoir s'appuyer dessus et mener des guerres à l'intérieur du pays. C'est ce qui va être fait par exemple avec les phalangistes. Ce sont des troupes chrétiennes qui virent vers le fascisme tranquillement et qui sont organisées en parti politique par Pierre Gemayel en 1936. Ces milices comme d'autres sont soutenues par des États étrangers, même s'ils s'en méfient parce qu'en fait ils font le bon boulot, celui de pousser petit à petit le pays à la guerre civile en attaquant les autres communautés et notamment les camps palestiniens gérés par l'OLP. Les États étrangers s'appuient donc sur les communautés au Liban pour mener leur guerre contre les organisations palestiniennes. Dans ces conditions d'instabilité, d'armement de milices et d'injustice, la guerre civile éclate au Liban en 1975. Les impérialismes syriens, iraniens, français, états-uniens, mais pas que, vont donc tour à tour utiliser les différentes communautés libanaises constituées en armée pour faire valoir leurs intérêts et prendre le contrôle du pays. La mosaïque des communautés libanaises devient alors un moyen de guerre permanente. On se retrouve alors avec une grande histoire de guerre civile, avec des retournements de situation, des trahisons, des alliances improbables, il manque juste des dragons quoi. Au final, le nord du Liban est occupé par l'État syrien avec l'aide des phalangistes pour réduire l'influence grandissante de l'OLP palestinienne. L'État syrien, dirigé par Hafez Assad, veut établir une grande Syrie qui comprend le contrôle du Liban. Et le sud Liban, lui, est occupé par l'État israélien. En 1978, le leader d'Amal est assassiné, et encore aujourd'hui, les causes sont encore mystérieuses. Quoi qu'il en soit, l'organisation a perdu sa tête et sa figure. Et puis en 79, tu as un événement historique, la révolution islamique iranienne. Le régime des Shahs tombe et c'est l'ayatollah Khomeini qui prend le pouvoir dans le pays le plus peuplé de la région avec une industrie forte. Et ces deux événements vont pousser une branche dissidente du Amal à commencer à s'organiser, à se constituer avec le soutien de la récente révolution iranienne. Des identitaires chiites qui posent comme question centrale celui du conflit contre l'État israélien et du soutien de la cause palestinienne. Quelques années plus tard, en 1982, Amal rejoint une coalition avec l'État libanais sous pression de l'État israélien suite à une vaste opération militaire israélienne nommée Paix en Galilée. La branche chiite de Amal va donc faire sécession à ce moment-là avec son organisation mère, et c'est la création du Amal islamique soutenu par l'État iranien qui va organiser la résistance face à l'occupation israélienne au sud Liban. L'Amal islamique est né, autrement dit le Hezbollah, qui se donne la mission de poursuivre la révolution islamique au Liban.
Allez, on va passer maintenant à la troisième phase, la période moderne avec le Hezbollah qui se constitue comme un acteur indispensable au Liban. L'opération Paix en Galilée qu'on a parlé tout à l'heure, celle de 1982, elle a pour but d'éliminer les membres de l'OLP libanais. Et pour ça, l'armée israélienne va pousser son occupation jusqu'à Beyrouth, la capitale du pays, pour bombarder les camps palestiniens et organiser un blocus. Une immense partie de la population du sud Liban, organisée par le Hezbollah, se retrouve alors dans les banlieues de Beyrouth. Les camps palestiniens sont attaqués par l'armée israélienne, mais aussi les phalangistes qui vont commettre des massacres dans les camps de Sapra et de Shatila. Et Amal, aux côtés de l'État syrien, vont eux aussi participer à des massacres de camps palestiniens au nord du pays. À ce moment-là, le Hezbollah va rentrer en guerre militaire contre le Hamal dans une guerre de 2 ans appelée la guerre des frères. Dans cette guerre civile, le Hezbollah va se renforcer, recruter largement dans le sud du pays et auprès de ceux influencés par les réfugiés palestiniens. Le Hezbollah semble être à ce moment-là le moyen le plus efficace pour lutter contre l'État israélien. Et même après la fin de l'opération Paix en Galilée, les confrontations entre le Hezbollah et l'armée israélienne vont continuer. On arrive alors à une année très importante, 1992. Déjà en 92, le contexte c'est l'effondrement de l'URSS, c'est-à-dire que l'impérialisme états-unien domine largement le monde. En 92, l'armée israélienne assassine aussi le chef du Hezbollah, remplacé par Hassan Nasrallah, qui dirige toujours aujourd'hui l'organisation. Et second événement majeur en 92, l'État libanais change lui aussi de dirigeant avec un certain Hariri. Et vous allez voir que les deux hommes forts de ces organisations vont changer pas mal de choses à notre histoire. Commençons avec le Hezbollah. L'organisation se développe au sud, à l'est du pays et dans quelques quartiers de Beyrouth, mais elle est loin, très loin d'être hégémonique dans le pays. Alors ils ont réussi à s'infiltrer dans des organisations étatiques, dans des municipalités, mais en fait ils doivent toujours composer avec l'État libanais, ils ne peuvent pas prendre le contrôle de grandes industries par exemple, ou encore prélever de la fiscalité. Même si c'est une organisation avancée, le Hezbollah, ce n'est pas un État. Et avec l'effondrement de l'URSS, ça devient compliqué pour le Hezbollah de lutter contre l'impérialisme états-unien. Donc la résistance armée dans ces conditions, ça devient compliqué et il va falloir changer de stratégie. Ce qui fait que le Hezbollah va petit à petit intégrer l'appareil d'État en essayant de participer au maximum aux institutions du pays, ce qui sera d'ailleurs critiqué largement par leurs militants. Le Hezbollah s'organise alors comme un parti politique, avec des candidats, des campagnes et des députés. L'objectif est de pouvoir sceller des alliances avec d'autres communautés organisées politiquement afin d'accéder à des responsabilités au sein de l'État et de s'inviter dans la vie politique libanaise comme toutes les autres organisations. Alors le résultat est plutôt convaincant, ça devient une force électorale majeure le Hezbollah au Liban, sauf qu'encore une fois, ils ne sont pas hégémoniques. Donc pour accéder à des postes à responsabilité, ils commencent à faire des alliances et à patauger dans des tambouilles électorales. Donc ils se mouillent avec d'autres gens aussi corrompus qu'eux et ils s'embourgeoisent aussi dans les institutions de Beyrouth. Surtout qu'à ce moment-là, tu as un certain Hariri qui arrive à la tête de l'État libanais. Hariri, il est issu d'un milieu modeste, mais il a fait fortune en Arabie Saoudite dans l'immobilier. Avec l'État libanais en main, le milliardaire va relancer un nouveau cycle de production au Liban basé sur la reconstruction de Beyrouth après des années de guerre. L'État libanais va financer les entreprises immobilières d'Hariri à grand renfort de dettes pour rebâtir dans le luxe la capitale libanaise. De nombreux secteurs de l'économie sont privatisés et la Banque centrale offre de très gros intérêts aux gros financiers du monde entier, particulièrement ceux qui commercent avec Hariri. Une politique capitaliste et mafieuse qui attire cependant des investisseurs étrangers, ce qui permet à Hariri de maintenir une relative stabilité de la monnaie libanaise. Sa politique internationale à ce moment-là est très proche de l'administration états-unienne et des pays du Golfe. Sauf que là, Hariri, contrairement à l'État français, il va mettre en place une politique qui va permettre l'enrichissement des élites de nombreuses communautés religieuses du pays. Hariri va prendre en fait un poste d'arbitre entre les différents clans qui se faisaient avant la guerre. Et sa stratégie, ça va être de donner un peu de pouvoir et un peu de richesse à chaque chef de clan en maintenant le contact avec eux, avec chacun d'eux, et de cette façon, il parvient à un certain équilibre dans un pays qui a été ravagé par la guerre civile. C'est l'une des réponses qu'a trouvé l'État libanais après la guerre afin de pouvoir développer le capitalisme dans le pays. En 2000, l'État israélien quitte officiellement le sud Liban et le Hezbollah reprend le contrôle de la région et sans organiser de représailles contre les communautés chrétiennes dont certains membres avaient collaboré avec l'occupant. Et ça, histoire d'assurer la stabilité de la région. Et 5 ans plus tard, tu as Hariri qui est assassiné. Et là, même histoire, on ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni qui.
Et dans les années suivantes, le Hezbollah va maintenir sa normalisation. En 2009, ils changent leur charte de leur organisation, ils délaissent la référence à la révolution islamique iranienne pour mettre en avant la revendication simple de créer un État moderne libanais. Sur le plan politique, le Hezbollah a des revendications qui sont assez minimes, notamment sur l'économie. Et en fait, ils agissent comme des opportunistes, changeant leur discours en fonction des intérêts électoraux à court terme. Et ce lissage des revendications permet au Hezbollah de créer des alliances avec d'autres groupes, d'autres partis, notamment des chrétiens avec de grandes alliances politiques. Ce qui permet aussi au Hezbollah de se rapprocher politiquement d'Amal, dont les différences s'effacent au fil du temps. Cette normalisation du Hezbollah leur permet d'entrer dans le gouvernement et se confondent alors avec la classe politique libanaise, mais sans jamais totalement prendre le contrôle de l'État libanais. Ils font de la tambouille, mais n'accèdent pas au pouvoir. Ça me rappelle un truc, ça. Avec le petit détail quand même que le Hezbollah maintient son armée, qui est financée par l'État iranien, cette armée qui est plus nombreuse et plus puissante que l'armée libanaise elle-même. Ce qui est un sacré argument de poids quand même lors des négociations entre les différentes organisations. Le Hezbollah participe donc à des élections, mais il participe aussi à des guerres. C'est ce qu'ils ont fait aux côtés de l'État iranien pour défendre le régime d'Assad lors de la guerre civile syrienne de 2011. Une guerre qui coûtera la vie à de nombreux militants de l'organisation. Ce qui fait que tu vas avoir beaucoup de militants du Hezbollah qui vont critiquer l'organisation, car pour eux, ils seraient au service d'intérêts iraniens plutôt que libanais. Et ça, en gros, c'est la situation jusque la crise économique qui arrive alors que le Hezbollah est mêlé aux affaires d'État. Pour faire simple, le système de dette permanente organisé par Hariri finit par s'effondrer en 2019. La crise économique, elle est immense, l'inflation galopante, l'État largement déficitaire. Et se rajoute à ça en plus l'explosion impressionnante du port de Beyrouth en 2021, qui est le résultat de l'austérité et du manque de contrôle permanent. L'État libanais tente alors de mettre une taxe sur WhatsApp pour essayer de générer un peu de profit, ce qui va produire une révolte massive de la population à la gilet jaune, et ça dans tout le pays. Le peuple dénonce la corruption de l'État et il met dans le même sac le Hezbollah. Ce qui fait que l'État libanais et le Hezbollah, ils vont envoyer leurs chiens de garde pour matraquer la population. Le Hezbollah a tenté d'intégrer l'appareil d'État, il en a payé le prix politiquement en assumant la responsabilité des violences de cet État face à la population. Sachant qu'à côté de l'économie iranienne, qui est le premier financeur du Hezbollah, eux ils sont un peu dans la merde, parce qu'en gros ils ont un blocus états-unien qui produit d'énormes crises économiques et politiques régulièrement dans le pays. L'armée du Hezbollah peine à se moderniser aussi face à l'armée israélienne qui, elle, a la pointe dans ce domaine. Et ça, c'est à peu près la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le Hezbollah. En fait, ils vivent une succession de crises majeures. Leur participation à la guerre en Syrie, l'escalade militaire avec l'État israélien et leur responsabilité face à la crise économique poussent de nombreux Libanais à critiquer l'organisation. D'autant qu'aujourd'hui, le Hezbollah est assez influent au Parlement pour bloquer les institutions et empêcher l'élection du président libanais. Ce qui permet à leurs concurrents politiques, tout aussi corrompus qu'eux, de dénoncer le Hezbollah comme faisant pourrir la situation. Et l'absence de président fait que tu as une absence de représentants libanais pour participer aux négociations au Moyen-Orient. Une situation où toutes les organisations libanaises peuvent perdre à ce jeu-là, vu les bouleversements dans la région avec les massacres en Palestine et le retour de l'armée états-unienne. Et cette situation conduit à de nombreuses impasses pour le Hezbollah. D'où le fait qu'ils organisent régulièrement des bombardements au nord d'Israël, histoire de montrer qu'ils sont les résistants face à la colonisation israélienne. Les roquettes permettent de jouer sur le moral et sur la logistique de l'armée israélienne, dont le front face au Hamas avait capté une majeure partie des forces. Mais puisqu'ils ne peuvent pas assumer une guerre ouverte, ils restent dans des bombardements artisanaux. Au final, le Hezbollah, c'est une forte organisation sociale, politique et militaire qui dépasse le seul cadre du parti ou de son armée. Même s'ils ont combattu les partis communistes libanais, ils ont quand même repris certaines pratiques d'organisation militante, dans le sens où ils organisent une grande partie de la vie de la société au sud Liban. Mais évidemment, ils n'ont pas repris leurs revendications sociales et économiques, ni leur stratégie révolutionnaire. Le Hezbollah, c'est le fruit des batailles impérialistes qui a secoué le pays dans la longue guerre civile des années 60 et 80, de la cause palestinienne et de la révolution iranienne. Le Hezbollah, c'est une organisation qui est forte, mais ce n'est pas l'État libanais. Ils sont à la fois à côté de cet État-là, en concurrence, et aujourd'hui, ils sont aussi intégrés à cet État-là via le Parlement et le gouvernement. Le Hezbollah, c'est une organisation, enfin, qui est mise en mouvement par ses contradictions. Ils ont tendance à se normaliser d'un côté pour essayer de conquérir électoralement l'État libanais, mais en même temps, en faisant ça, ils se compromettent dans la corruption, dans les scandales, dans les crises économiques, et aussi dans la répression qu'ils organisent contre le peuple qui conteste le pouvoir, dont le Hezbollah.
Le Hezbollah, ce n'est pas l'impadie, ce n'est pas juste le proxy de l'État iranien, c'est le fruit d'une longue lutte de résistance, d'impérialisme, de guerre, mais aussi d'échec des organisations communistes à organiser la résistance, et maintenant c'est le fruit d'une normalisation remplie de contradictions. Une analyse qui permet de comprendre comment naissent les organisations, et aussi de comprendre le véritable rapport de force entre le Hezbollah et l'armée israélienne. On comprend bien que dans cette configuration, la grande armée israélienne peut décider ou non une généralisation du conflit au Moyen-Orient en attaquant le sud Liban. Alors malgré ce que dit la propagande, l'enjeu est bien de comprendre par l'analyse qui détient les clés pour la paix et pour la guerre. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo du Canard Réfractaire, votre média de révolte totalement indépendant qui ne vit que par vos dons. Donc si vous voulez soutenir le Canard, vous pouvez faire cet acte militant de nous financer grâce à des dons réguliers. C'est comme ça qu'on arrive à faire autant de vidéos de qualité sur cette chaîne, mais aussi sur Actu Réfractaire. Cette vidéo, elle a été possible grâce aux grandes recherches de Paul, grâce aux relectures de Déby et au montage de Kourou. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine. Quack.